On est avec Éric Tourangeau, Philippe Veilleux et Isabelle Simard et on parle de la météo. Bienvenue à Hôtel Central, bien sûr. À Hôtel Central, comme vous savez, on n'a pas peur des sujets qui font polémique. Aujourd'hui, sujet très chaud, la météo. Hein? Souvent, on va dire que c'est juste des menteries. Aujourd'hui, on va peut-être apprendre des choses sur la météo. On a 3 invités qui ont une relation très particulière avec la météo. Et on va commencer avec toi. En quoi exactement est-ce que la météo influence ton travail, finalement? Bien, en fait, moi, je suis une cueilleuse, donc la météo influence beaucoup sur les plantes. Pour les champignons, exceptionnellement aussi, on a besoin d'un certain nombre de pluies, on a besoin aussi d'une température plus basse. Pour la cueillette aussi, ben, je peux pas cueillir tout de suite après les pluies les plantes qui sont en floraison. Tu sais, ça joue beaucoup sur mes cueillettes, là. Puis le manque d'eau aussi va faire que les plantes sont moins juteuses, sont moins colorées. Ils sont moins concentrés. Concentrées, Ouais, c'est ok, je ça. comprends. Oui. On y reviendra, c'est très intéressant. De votre côté, comment la météo influence votre vie? Ben moi, j'ai un petit avion en copropriété, pilote d'avion privé. Je suis pas un pilote commercial ou professionnel, mais je vole quand même une journée ou 2 par semaine. Et puis la météo, ben nous, on aime ça quand il fait beau. On aime ça. Ouais. On est content quand il pleut pour les agriculteurs et tout ça, là, évidemment. Ouais. Là. Ça en prend, évidemment. Mais on aime les journées fraîches, on aime les journées où y a pas trop, que les nuages sont pas trop bas. On aime les journées qui sont pas trop venteuses non plus. Puis encore là, ça dépend de la direction du vent. Mais on a des limites de vent à respecter. Puis la météo, ben ça fait partie de notre quotidien. Là, quand on regarde une semaine, un calendrier hebdomadaire, puis on se dit, bon, quelle journée on va pouvoir aller voler, s'amuser, puis faire peut-être des petits voyages, des vols-voyages, tout ça. OK. Fait que, c'est sûr que ça influence énormément. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus. Puis de votre côté? Ben moi, ça fait au-dessus de 30 ans que je fais de la photo météo. Je me passionne pour la météo, pour les orages, pour les tornades, etc. Donc, je suis chasseur d'orages par défaut parce que je cours après les orages pour réussir à faire des belles photos. Il y a aussi, j'administre aussi un groupe sur Facebook sur la météo. J'ai au-dessus de 75 000 membres. Puis, donc, je gère tout ça, je l'alimente avec les photos. Donc, pour moi... Wow! Fait que des photos de mariage, vous, non? Non, pas vraiment. Plus la chasse d'orage. Ouais. C'était super intéressant. On a parlé dans le fond, de l'influence que la météo peut avoir sur les plantes. J'imagine que... Donc, premièrement, est-ce que tu regardes la météo littéralement tous les jours en te levant le matin? Ça dépend ce que ça veut dire pour toi, regarder la météo. Okay. Moi, je regarde pas la météo à la TV. Okay. Je regarde pas non plus la météo. J'écoute pas la météo à la radio. Moi, je sors dehors puis je regarde le ciel. C'est sûr que c'est assez direct comme prise de météo. Parce que, tu sais, si je me fie à ce qui se dit, comme tu disais au début, on n'est pas trop sûr, on sortira pas souvent. Mais est-ce que tu vas le faire quand même pour essayer de prévoir? Tu sais, comme, mettons, ouf, il annonce quand même une semaine assez intense en pluie, ça peut donner ça. Ou carrément, toi, tu improvises à partir du moment c'est sûr que moi, je donne des ateliers de formation aussi. Okay. Hein? Fait que si je dois regarder quand même les météos à long terme pour voir si je vais avoir mon atelier va avoir lieu. Si je donne un atelier sur les champignons puis qu'il n'y a pas plu depuis une semaine, il n'y aura pas de champignons parce que les champignons poussent de 2 à 3 jours après une bonne pluie. Okay. Donc, j'essaie de gager un peu mes ateliers avec la météo à long terme. Mais pour ce qui est de moi-même seule, je regarde le ciel le soir, je regarde le ciel le matin, puis je peux savoir avec les couleurs qu'on voit dans le ciel si on va avoir une belle journée ou pas le lendemain. Quand le ciel est rosé, orange, qu'on a un super de beau coucher de soleil, ça annonce là, une belle journée du lendemain normalement. OK, donc plus fidèlement, tu as l'impression que ce que notre Miss Météo ou Monsieur Météo à la télé va nous dire presque. Oui, le 30 là, de probabilité d'averse. Wow. Ouais. C'est drôle parce que
Dans ton cas, j'imagine que tu peux pas te limiter à ça. Il y a quand même une question de sécurité. Tu sais, on va se le dire, là, l'image, là, qu'on fonce vers un nuage, ça arrive-tu, ça, des conditions météo extrêmes que tu n'avais pas prévues? Ça peut arriver, mais on essaie quand même de prévoir au maximum là, notre voyage en fonction de la météo. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Oh ça peut boy. arriver parce que c'est sûr qu'une météo comme Météo Média, par exemple, Ouais. sans dénigrer, c'est relativement simple au niveau des informations que ça peut produire. OK. Pour un pilote, c'est peut-être pas assez. Là, parce C'est que pas fiable. souvent, les gens vont dire ben pourquoi tu vas pas voler aujourd'hui? Il fait super beau. On voit le soleil en plein nuage, mais des fois, c'est une question de plafond. Des fois, c'est une question de vent, de rafale. plafond. Le plafond, c'est vraiment le plafond, c'est comme on dit, c'est la base des nuages. OK. Quand on dit le plafond est bas, ça veut dire que les nuages sont vraiment en bas. OK. Le plafond est haut, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. OK. Et dans la petite aviation, ben souvent on vole entre, disons, 2000 pieds et 6000 pieds, disons, 6500 pieds, disons. Ça fait qu'on a quand même un plafond assez limité, là, une altitude limitée. Sur quel outil tu te fies pour évaluer la Ben, météo? c'est sûr que depuis peut-être une quinzaine d'années, on a des outils, des applications très poussées, là, comme Windy, il y en a d'autres. Éric, que tu me disais tantôt, Oui, plus moderne. Ventusky, entre autres, puis il y en a plein d'autres, là. Exact. Oui, je pense qu'on est les trois, finalement, on ne regarde pas la météo régulière. OK. OK. C'est ça. Puis en aviation, tu as des stations météo, des stations d'observation météo. Il y a même des pilotes qui peuvent faire des rapports pour dire, faites attention ici, dans telle zone, là, il vient de se développer quelque chose d'assez intense. Ouais, fait qu'avec le développement des technologies, quand on disait des conditions météo extrêmes, ça peut arriver, ça peut presque de moins en moins arriver, parce que là, je veux dire, il y a littéralement des milliers d'yeux et de communicateurs qui nous disent... Oui, c'est plus facile que c'était, là. OK, Vraiment, là. OK. Vraiment. De ton côté, c'est quand même fondamental. Oui, bien c'est ça. Moi non plus, je peux pas me fier à ce que la météo dit à la TV. Tout ça, j'ai appris à faire mes propres prévisions parce que même s'ils disent, bon, il y a 40 % de risque d'orage ce soir, moi j'ai besoin de savoir, oui, OK, mais c'est où, c'est quand, c'est à quelle heure précisément à peu près. Donc, je me fie beaucoup aux outils comme Windy, Ventusky, puis d'autres outils souvent américains, malheureusement. Là. Ouais. Puis je fais mes propres prévisions, j'en mets sur mon groupe, je m'amuse. Je spécifie toujours que c'est des prévisions amateurs, je ne veux pas prendre la place d'aucun météorologue, mais puis je me considère pas météorologue, là. Mais pour moi, j'ai besoin de cette précision-là pour réussir à être au bon endroit au bon moment parce que c'est la clé pour réussir à faire des bonnes photos. Parle-moi de ton groupe, tu dis qu'il y a combien de gens qui sont Ben là, je suis rendu à 76 000 membres. 76 000 membres sur un groupe Facebook? Oui. Sur un groupe Facebook amateur de météo. Incroyable. C'est instantané maintenant. S'il y a une tornade à quelque part au Québec, ben souvent, elle va se ramasser sur mon groupe 15 minutes après. Il y a quelqu'un quelque part qui va l'avoir filmé, photographié. OK. Jamais moi, malheureusement. Non, mais rarement. Mais cordonnier mal chaussé, c'est bien. Ben, c'est souvent des gens qui s'intéressent même pas à ça, qui sont au bon endroit oui. au bon moment. Mais j'en ai filmé puis j'en ai photographié quand même. Mais je veux dire, c'est quand même... moi, je cours après ça, là. Mais comment ça se forme une tornade? Qu'est-ce que tu recherches exactement? C'est quoi ton plan? Il me semble que c'est dangereux. Tu veux comme t'envoler? Oui, non. Ben, disons, c'est sûr, je regarde toujours les radars avant de partir. Là. Les tornades, je regarde, écoute, s'il y a du cisaillement. En fait, quand les nuages gonflent, on les voit gonfler en fin de journée, souvent, ça part des cumulus. Puis tu vois le cumulus qui monte, c'est qu'il y a un courant ascendant qui monte. Puis moi, je vous l'explique en termes d'amateurs météo. Puis donc, le courant d'air, en montant, en grimpant, s'il y a dans différents niveaux dans l'atmosphère, les vents viennent de différentes directions, ben il va avoir tendance à tourner. Puis il peut se former une supercellule qui peut entrer en rotation. Là, il y a comme un mésocyclone qui se forme dans le nuage, c'est-à-dire qu'il y a une rotation qui se fait. Puis éventuellement, cette rotation-là peut créer un renflement qui va créer, mettons, un entonnoir nuageux. Puis si jamais cet entonnoir-là descend jusqu'au sol, ben là, il y a une tornade. C'est sûr que quand je regarde des cartes comme Windy ou Ventusky, je ne peux pas rentrer dans les détails comme tel, mais je peux voir s'il y a du cisaillement dans l'atmosphère, s'il y a de l'instabilité. Je peux voir même des graphiques qui vont me dire à différents niveaux si le cisaillement il est bon, il pourrait créer ça. Puis quand on parle de cisaillement, on parle des fameux vents... Oui, dans différentes directions qui vont comme donner une spin au nuage, qui vont le faire tourner. Qui vont faire tourner. Puis là, bien évidemment, moi, je me lance pas directement là-dedans. Là. Je vais m'orienter, je sais à peu près dans le nuage, dans la supercellule, à quel endroit ça peut apparaître.
Puis moi, quand je vais conduire, j'ai une application qui me permet de voir en GPS où je suis positionné. Puis je m'arrange pour éviter la pluie, éviter la grêle et me retrouver du bon côté de l'orage pour... Moi, je vais avoir le soleil au-dessus de la tête et les chances de tornade vont être comme devant moi. Là. Je vais être au meilleur endroit. Là. Parce qu'au-delà de l'adrénaline, je disais, là, quand je disais à Blague, tu veux t'envoler, tu sais, c'est quand même dangereux. On les a vu, les images de maisons arrachées, puis tout ça. Oui. Tu sais, fait que pour nous, qui ne sommes pas là-dedans, on se dit, mais pourquoi ça va se mettre là? À quelque part, c'est ça. Moi, je ne souhaite pas que ça tombe sur des maisons, des trucs comme ça. Moi, c'est vraiment... Le phénomène comme tel me fascine. Je trouve que la nature est plus forte que nous autres, puis je trouve ça super impressionnant. Il y a un côté aussi utile sur le groupe pour lancer des alertes. Exemple, il y a une année, en 2021, je pense, il y a eu une tornade à Mascouche que malheureusement a pris une vie. Il y a quelqu'un qui est décédé dans la tornade. Puis je suis un des seuls qui l'avait annoncé sur le groupe dans la journée. Même les prévisions officielles n'en parlaient pas. Puis moi, j'ai dit, attention, il y a un risque de tornade dans le bout de Mascouche aujourd'hui. J'étais au bureau, je ne pouvais pas malheureusement y aller, mais je regardais les radars. Puis il y a même certains météorologues qui m'ont écrit en privé pour me dire que j'étais alarmiste. Puis finalement, il y a eu une tornade, puis ils ne l'avaient pas annoncé. Puis donc, tu sais, des fois, on a beau être des amateurs, là, on a notre utilité. La météo, je trouve ça le fun, mais ça reste comme des chiffres. T'sais. Moi, j'aimerais ça comme être capable de ressentir la température actuelle. Genre, tu pourrais avoir une boîte, une genre de machine chez vous, que c'est comme une genre de boîte noire. Tu mets genre dans le salon, il y a une petite porte. C'est comme un peu plus haut qu'un frigidaire. Tu rentres là-dedans, il y a comme un petit bouton, puis il y a comme des petits jets d'air qui s'activent tout en même temps, tu sais, puis tu le ressens, la température actuelle, tu sais, tu pèses sur le bouton, puis c'est comme... Là, t'es comme, ah, on va me prendre un petit jacket, tu sais. Ah, m'a resté en t-shirt, ça va être correct, tu sais. Fait que ouais, la petite boîte noire, moi j'appelais ça the Black Magic Box. Puis ça viendrait aussi comme de plusieurs couleurs. Tu sais, évidemment qu'il y aurait le classique, ça serait noir, tu sais. Mais il y aurait aussi comme genre avec des flammes sur les côtés. Puis il y aurait rouge. Ça, il serait pas comme... Ça serait quand même un Collector's Edition. Hein. Puis s'il pleut, ben là, c'est pas juste des jets d'air, il va avoir comme vraiment... Tu sais, ça serait comme une douche. Mais on pourrait vendre des serviettes aussi, là. C'est encore une idée un peu floue dans ma tête, mais il y a aussi le fait que tu pourrais juste aller dehors puis tu ressentirais la température actuelle, mais avec le Black Magic Box, tu peux avoir des flammes sur le côté. Fait. Mais j'avoue que pourquoi le monde achèterait ça. Ouais. Ah, ça gosse parce que j'aurais aimé ça à l'eau dragon avec ça. Puis là, je réalise en ce moment que c'est comme... Il n'y a pas vraiment de public pour le Black Magic Box. Hein. Fascine là-dedans, c'est quoi? C'est sûr qu'il y a un aspect de mystère là-dedans. Il y a encore, même au niveau de la foudre, il y a encore des choses que les scientifiques s'expliquent pas. Puis c'est un peu... c'est comme une petite balade à la campagne. À tout moment, peut se transformer en sport extrême. Aussi, il y a un peu d'adrénaline là-dedans. Tu te ramasses au milieu des orages. La foudre frappe partout. Tu sais pas trop, c'est un peu inquiétant, mais moi, j'aime ça. Il y a quelque chose là-dedans. Puis c'est surtout les tableaux que la nature elle offre. Là, ça dure une fraction de seconde que ton œil a à peine le temps de voir, puis tu l'immortalises en photo, puis ça donne des paysages magnifiques. Là. C'est l'ensemble de tout ça, moi, qui me fascine. Mais est-ce que ton appareil photo apprend plusieurs photos? Parce que, tu sais, la foudre, c'est rapide, là. Tu peux pas juste faire le clic une fois. C'est pour ça que je préfère... C'est plus facile d'en prendre à la noirceur parce qu'on peut faire de la longue exposition. Okay. C'est-à-dire que l'appareil photo, l'objectif, ça reste ouvert pendant un certain nombre de secondes, puis c'est comme si la foudre se prend elle-même en photo. Fait que mon travail, ça revient à trouver un bon plan avec... J'aimerais ça que cet arbre-là soit dans la photo, cette montagne-là. Et là, je m'oriente en fonction du radar. OK, la foudre frappe à peu près là. Je crée un beau cadre, puis j'espère. Je me croise les doigts. Puis des fois, on n'est pas chanceux. Des fois, je vise là, ça frappe là, ça frappe là, ça frappe jamais là. Je me tourne là, ça frappe là. Il y a un peu de frustration des fois, mais ça arrive que tu réussis à faire comme la photo de ton été, puis c'est tellement... C'est incroyable. Ben, justement, parlant de la photo de ton été, est-ce que tu as une scène mémorable ou une photo que tu as réussi à prendre puis que tu te dis hey, ça c'était parfait ou... J'en ai à chaque année, j'en ai à peu près 2-3, mais moi, la séquence la plus impressionnante, c'est à Montréal, je pense en 2008, il y a eu une trombe marine sur le fleuve Saint-Laurent.
Une tornade, c'est rare. Une trombe marine, c'est encore plus rare. C'est quoi une trombe marine? Une trombe marine, c'est comme une tornade sur l'eau. Ah, OK. Et il se trouve que je revenais de vacances. 2 jours avant, j'avais été en Ontario chasser les orages. J'avais fait 800 km de route. J'étais revenu avec aucune photo. Je suis à mon bureau, sur l'heure du dîner, à Montréal. J'ai quand même une bonne vue sur l'horizon. Et je vois un nuage louche. J'ai commencé à filmer. Et c'est apparu devant l'objectif de ma caméra. Puis j'ai filmé la trombe de sa naissance à sa disparition. Puis elle a disparu derrière le stade olympique. Tu as le stade olympique à l'avant-plan. Puis tu vois la trombe marine qui disparaît. Je l'ai mis sur Facebook, puis tout le monde pense que c'est un trucage, puis c'est pas un trucage. C'est vraiment... pour moi, c'est comme le film depuis que je fais ça, c'était mon rêve de filmer ça, puis Mais non, c'est une occasion Oui. inespérée. Dans ton cas, je me demande, est-ce que c'est arrivé une fois aussi, ou est-ce que tu te dis, soit, wow, c'est complètement spectaculaire, c'est magnifique, ou l'inverse, je suis pas à l'aise, ça s'en vient dans C'est arrivé quelques fois entre Rivière-du-Loup, là-dessus, que c'est un vol d'à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Il faut traverser le fleuve, il faut se rendre à Baie-Saint-Paul. Après ça, il faut traverser dans le bois, là, en arrière, là, pendant à peu près 1 heure et demie au-dessus du bois. Il n'y a pas de route, il n'y a pas rien. Et il y a des montagnes de 4500 pieds. Il y a des bons sommets. Et on savait que le plafond nuageux était bien rempli. Ce n'était pas un plafond de nuages parsemé, c'était plein. Mais on savait qu'on avait une petite marge d'à peu près 1500 pieds grossièrement. Mais on voyait beaucoup d'averses un peu partout qui se développaient, tout ça, des rideaux, des rideaux de pluie. Là. À un moment donné, on a été obligé de vraiment zigzaguer parce que là, justement, il y avait une montagne. C'est quelque chose de commun puis de normal de zigzaguer entre les rideaux de pluie comme vous avez fait? Ça peut se faire. Là. On essaie de les éviter. On fait un petit croche, comme on dit. On fait un petit détour. Mais je te regarde, tu dis ça, puis t'es vraiment relax, mais je comprends pas. C'est comme... au moment où ça arrivait, t'étais-tu comme plus concentré ou t'étais quand même nerveux, là? Non, c'est le fun. Ça fait partie du Boy, plaisir. OK! On pogne des petites averses aussi, des fois. Là, Ouais. En avion, on n'a pas d'essuie-glace, là. Ben, pas sur nos petits avions. Ouais. Ça fait que c'est sûr qu'à la vitesse qu'on va, on vole à peu près à 200 km/h, grossièrement. Là. C'est sûr que la pluie remonte là, sur le windshield, comme on dit. Mais tu vois plus rien? On voit quand même, mais ça peut devenir intensif. Là. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que tu regardes? Comme la pression atmosphérique, je sais pas moi, qu'est-ce que tu regardes comme conditions météo? C'est sûr, comme on disait, la masse nuageuse, évidemment, la hauteur des nuages. Il y a plusieurs couches de nuages aussi, là. Hein? Ouais, OK. Ça fait que nous autres, on vole quand même relativement bas. Ça fait qu'on regarde les couches qui sont en bas de 5000 pieds. Les cumulus l'été, quand c'est très chaud, c'est très beau, ça ressemble à de la ouate, là. Puis la manée, ça grossit, ça devient des towers, là, des tours. Et là, quand on voit des cumulus très noirs en dessous, ça veut dire que là, il y a de la pluie qui s'en vient ou qu'il y a d'autres choses au-dessus de ça qui est très, très haut puis qui peut être très agressif et violent. Ça, on évite ça. Et on regarde les vents aussi. Mais vous êtes full technique, là, vous autres, dans vos affaires. OK, mais tu sais, comme toi, t'as observé beaucoup, ça fait des années que tu fais ça. J'imagine que t'es un peu comme moi, puis qu'en regardant dehors, en regardant les feuilles des arbres, en regardant, tu sais, de le sentir, tu le sens, la pression atmosphérique, là, quand t'es dehors, tu sens quand c'est lourd, quand c'est humide. Tu dois te faire une idée aussi naturellement, sans regarder un peu. Oui, c'est sûr que je vais toujours confirmer avec les outils puis tout ça. Je peux pas juste un peu comme dans le film Twister, lancer une poignée de sable dans les airs puis voir. Ça marche. Ou ben non, il va aller prendre son avion. Ça fait pas assez précis pour moi. C'est sûr que des fois, souvent, j'arrive bien longtemps à l'avance, je suis dans un champ, il se passe rien pour l'instant, puis là, j'observe un peu le vent, le développement des nuages. Même les avions en très haute altitude, s'ils laissent une traînée, je le sais qu'en très haute altitude, il y a de l'humidité. Okay. Selon la longueur de la traînée, c'est très humide ou c'est pas humide. Ça nous aide beaucoup pour savoir si le nuage va vraiment se condenser. Puis il y a des potentiels. En observant, là, oui, c'est ça. Fait qu'il y a une bonne part d'observation. Mais les outils, pour moi, c'est vraiment un incontournable. De ton côté, c'est quoi les conditions optimales de cueillette? Puis là, j'imagine évidemment que ça varie avec les saisons. Ça varie pour quelle plante tu veux cueillir. Ouais. Moi, je travaille avec mes branches de saule puis mes branches de sapin. C'est-à-dire? Bien, les arbres comme ça, ils vont...
quand tu as une branche dans la maison, si, mettons, il est à veille de pleuvoir, ils vont avoir la tête par en bas. S'il fait beau, ils vont avoir la tête par en haut. Tu sais, dans le temps, ils se fiaient à ça pour la météo. Tu sais, comme, je sais pas si tu as déjà vu, les anciennes maisons, il y avait tout le temps des 3 horloges, là, tu sais, avec la pression atmosphérique. Ouais. Moi, c'est sûr que c'est pas quelque chose de précis, la cueillette. Tu sais, je peux toujours m'arrêter, attendre que la pluie passe, puis continuer. Mais tu sais, je suis pas faite en sucre non plus, fait que je fonds pas sous la pluie, malheureusement. Fait que, tu sais, même quand il pleut, moi, j'adore ça, là, tu sais. Je peux pas cueillir de fleurs ou de trucs comme ça, mais je peux faire d'autres cueillettes, tu sais, comme les plantes de bord de mer, la salicorne, ces trucs-là, même s'il pleut, c'est pas grave. Moi, j'adore être dehors en toute saison, avec n'importe quelle conditions météorologiques, ça m'importe peu. Mais les conditions optimales, mettons, pour la saison des champignons, c'est qu'il y ait quand même une pluie par semaine, qu'il y ait au moins une petite pluie. Puis là, ben, quand on est des longs moments comme ça, sans pluie, la terre vient très sèche puis plus creux. Donc, ça prend au moins 2-3 jours de pluie avant que ça s'absorbe puis que ça aille profondément dans la terre. Donc, pour la saison des champignons automne, je préfère qu'il y ait beaucoup de pluie. L'été, j'aime ça quand il y a un beau soleil. Quand c'est nuageux aussi, c'est le fun. Mais moi, j'ai pas toujours ma caméra dans les mains, j'ai un panier. Mais, tu sais, dans ma tête, j'ai beaucoup de belles images que je vois. Des fois, le vent changer de bord, puis, tu sais, des fois, des tourbillons de feuilles. Ou même ce qui m'est arrivé cette année, qui est vraiment drôle, c'est qu'il pleuvait la moitié de mon terrain. Tu sais, d'un bord, il pleuvait, puis je marchais, puis l'autre côté, il pleuvait plus. Tu sais, il y avait vraiment un mur de pluie. Ça t'est déjà arrivé? Ah, ben de loin, probablement, quelqu'un qui aurait observé ça à plusieurs kilomètres de distance, ça aurait été un rideau de pluie qui finit très net, là. Très, très net. Mais ça m'est déjà arrivé comme un bord de rue, il pleut, puis ton bord de rue, il pleut c'est pas, vraiment spécial, ça. Tu vois vraiment qu'il y a une fin à quelque part de la pluie, tu sais, c'est pas... très fatigant. Mais justement, j'aimerais vous entendre chacun sur les changements climatiques. Platement, comment ça affecte justement ton travail et cette météo-là qui est très différente? Les conditions météorologiques, le réchauffement climatique, ça apporte beaucoup de plantes exotiques envahissantes qu'eux ont besoin de plus de chaleur pour pousser que nos plantes, notre biodiversité indigène. Puis ça, c'est plate pour moi parce que moi, je suis une activiste pour les plantes indigènes d'ici. Je veux protéger notre faune, notre flore. Puis, à cause du changement climatique, on se fait envahir par des plantes exotiques qui n'ont pas d'affaires dans notre biodiversité, puis qui vont prendre du terrain sur nos plantes, puis que nos plantes, tranquillement, pas vite, disparaissent. Mais des fois, tu dois être contente quand même que... Tu sais, il y a certaines plantes que tu dis, ah, c'est quand même le fun que maintenant on ait accès à cette plante-là, ou vraiment, vraiment pas, tu dis non, ça serait vraiment mieux qu'on le... Non. Moi, non, on a tellement de belle biodiversité au Québec, on a tellement une panoplie de plantes extraordinaires qu'on n'a pas besoin des autres plantes. Puis surtout, les plantes qui sont introduites, c'est pas des plantes qu'on désire, là. C'est pas des plantes qui sont belles ou qu'on peut qui a une comestibilité ou un goût spécial, là. C'est souvent des graminées, souvent, comme des longs fouettes, la phragmite, toutes ces affaires-là, d'un faucet ou... c'est rare que tu vas voir une belle fleur. Il n'y a pas d'oiseau du paradis qui va se mettre à pousser sur notre terrain. Puis les insectes aussi, j'imagine. Les insectes aussi, puis ça, c'en est un problème parce que les insectes, eux, ils vont aller faire des dommages sur les plantes, sur les arbres. Des bébites qui viennent de l'Asie, souvent, vont faire des dommages dans nos arbres. Là, je le vois aussi sur mon groupe qu'il y a beaucoup d'incrédulité dans la société. Il y a encore beaucoup de monde qui ne croit pas à ça. Ah ouais? Ils disent, bon, écoute... c'est des cycles. Il y a toujours... Oui, mais c'est dans la fréquence qu'il faut voir ça. C'est que là, on parle plus de quelque chose qui se passe une fois ou 10 ans, une fois ou 5... C'est vraiment sur des périodes de 3-4 ans là, que là, les changements sont intenses. Puis c'est ça. C'est que il fait très, très chaud ou très, très froid. Il y a vraiment des... Puis les masses d'air, ben, c'est ça qui crée les orages. Je veux dire, les gros changements, les masses d'air qui s'affrontent. Donc, c'est sûr que moi, au niveau de la photo, ça va faire plus d'orages, des risques de tornades aussi. Je ne souhaite pas des tornades à personne. Moi, j'aimerais ça en filmer une dans un champ qui ne fait pas de mal à personne. Ça serait génial, mais oui, je le vois, ça, c'est clair. Là. Pour l'aviation, c'est terrible, là, j'imagine. Là, je veux dire, pour la petite aviation générale, on choisit nos journées, c'est certain. Mais la force des vents,
a vraiment augmenté, Augmenté, ah je ouais? pense. Aussi, moi, je vole beaucoup sur le bord du fleuve, autant au niveau du Bas-Saint-Laurent qu'au niveau de Gaspésie, puis même, disons, en Montmagny, puis Sainte-Anne-des-Monts, disons, puis toute la Côte-Nord aussi, on y va souvent. Puis les banquises sont plus là. C'est très rare d'avoir des banquises. Quand j'en vois, j'ai pris en photo. OK, Puis, carrément. les Ah gens ouais. pensent qu'il y a des banquises, mais tu sais, Pas vraiment, en fait. c'est là. juste que c'est quasiment un accident, là. Tu sais. Ah ouais. Puis ça, avant ça, on avait ça, là, ça protégeait les côtes Ouais. contre l'érosion aussi. tout Ben ça. oui. Écoutez, j'en ai appris. Je vous remercie énormément d'avoir participé à l'émission. C'était fort intéressant. Merci à toi. Merci à toi. Andy, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. Évidemment, on a bien le goût de sacrer notre camp jusqu'au printemps. Mais... aussi que tu parlais bien. Ouais, c'est ça, tout d'un coup. Il est bien intelligent, mais c'est parce que c'est pas moi. C'est une vraie chanson. T'en as une chanson, toi, sur la météo? Oui, c'est en fait une ode au printemps. Quand arrive l'automne, autant j'aime l'automne, autant c'est toujours un peu déprimant quand il commence à faire pas beau. Alors, j'ai écrit ma propre ode au printemps et tout simplement, je vais vous la faire. Bonne nouvelle. Yes! Octobre, l'été est couché, fini jupe, moto, segway. 1er novembre, tout est périmé, les feuilles, le ciel et ma santé. 1er décembre, sa douce neige, ciné cadeau me fera patienter. Jusqu'au printemps, jusqu'au printemps. Le mois du sommeil, entre les bouteilles et les lendemains de veille. 1er février, la jambe cassée, commanditée par la plaque glacée devant la maisonnée. 1er mars, à chercher mon char sous de la marde blanche. Jusqu'au printemps, jusqu'au printemps. J'adore le printemps. 1er avril, il fait 15 degrés. J'ai changé mes pneus, puis je vais aller me faire bronzer. 2 avril, tempête de neige. Le 3, j'ai peur de me noyer. Le 4, mon brise-glace a brisé. Le 5, j'ai plus de voix à force de sacrer. C'est le printemps, c'est le printemps. J'adore le printemps. Tout le monde ensemble, c'est le printemps, c'est le printemps. Fukuyu, le T'es de loin ma Miss Météo préférée. C'est vraiment pour des prévisions.